vous les Actunautes. Aujourd'hui, je suis à Dieppe devant le Barracuda 7 Aprine Marine de Guillaume Fourier, guide de pêche. Et ce que je vous propose, les Actunautes, c'est d'aller à sa rencontre pour qu'il nous donne 5 tuyaux pour bien débuter dans la pêche en bateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Je te rejoins, je monte à bord de ton Barracuda 7. Ça fait plaisir de se voir. Bienvenue à bord. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à La Rochelle. Exactement, et là on est sur mon port d'attache à Dieppe. À Dieppe. Je souhaitais te rencontrer pour que tu donnes des conseils aux Actunautes qui ont un bateau, qui ont peut-être un jour tenté de pêcher et qui sont revenus brocouilles, et là, qui veulent s'y remettre et réussir à pêcher. Parce qu'il y a un truc qui est dingue, quand on pêche, on prend un plaisir de dingue, mais on peut se dégoûter assez vite en fait. C'est ça, quand on part à l'aventure en mer, c'est un espace de liberté, donc souvent la première fois on part, on se dit on va pêcher au petit bonheur, mettre les lignes. Et puis il y a un tas de déconvenus qui peuvent arriver et la bredouille au bout du compte. Donc avec quelques petits conseils finalement assez simples, on peut tirer son épingle du jeu. Ouais. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors 5 conseils, qui vont concerner l'équipement du bateau et du pêcheur, qui vont concerner quand pêcher, où pêcher et quoi pêcher en fait. Quelques conseils en fait pour faciliter les choses. C'est ça, on va procéder par étapes. On va peut-être commencer par le matériel de pêche. Matériel de pêche, allez on va rentrer dans la timonerie. Alors, je prends un... Ah non, t'as déjà préparé. J'ai 3 cannes là donc... Alors justement, pour quelqu'un qui n'a jamais pêché, qui veut s'y mettre, qu'est-ce que tu conseilles? Là j'ai 3 cannes très différentes, mais je vais prendre pour le débutant une canne plus accessible. Là ça fait un ensemble complet à moins de 300 €. On a le moulinet, la canne, la tresse, on peut faire à peu près tout. On peut faire du maquereau, on peut faire du bar, on peut faire de la dorade. C'est déjà un bon début. D'accord. On va se concentrer là-dessus. Et du coup l'idée, ça c'est une canne, Black Eagle en fait c'est une canne de chez Tikka qui est dédiée à la pêche au ténia. Ça veut dire qu'elle a normalement c'est un petit plomb avec une crevette au bout où on a besoin d'une bonne détection sur le bout de la canne. On ne va pas l'utiliser pour ça, pour le débutant. On va profiter de l'avantage de cette pointe souple pour pratiquer toutes les pêches, à la fois à la plume pour faire du maquereau, à la fois à la dorade si on met un petit bout d'appât sur le jeu de plume, et en même temps pour pouvoir faire du bar avec la cuillère au bout de la plume. Ça c'est vraiment le b.a-ba. Et avec cette canne là on prend un plaisir fou. Et on prend tout en fait, elle est polyvalente. Et à chaque poisson on s'amuse. Et avec le moulinet taille 3000, là ici c'est un moulinet Lotan de chez Banax, taille 3000, une tresse en 12 ou 14 centièmes, et là c'est nickel. On prend un plaisir fou et on prend du poisson. Et alors quelqu'un qui se dit je vais prendre une mitraillette et je vais ça, c'est quoi par rapport à ton retour? Souvent dans les catalogues à castillage, on voit cette fameuse planche avec le montage pour pêcher à la main avec la mitraillette. Bon, il n'y a pas vraiment de plaisir. En plus, le temps de le dérouler, c'est long. Le temps de ramener, c'est long. On en a partout. Je conseillerais vraiment beaucoup plus d'aller vers une canne avec le même montage au bout, avec un plomb plus léger pour un résultat supérieur, et en même temps on s'amuse, quoi. En même temps, on s'amuse. Alors ça c'est une canne, donc une canne plutôt polyvalente, c'est mieux qu'une mitraillette. Et ensuite au niveau au niveau de la ligne. Alors au niveau de la ligne, c'est ce que je commençais à expliquer tout à l'heure. En fait je pars sur quelque chose de très simple. C'est ça s'appelle comment ça? Un jeu de plumes. Donc on voit ici on a 5 plumes brillantes avec un petit hameçon, des différentes couleurs, des perles phosphorescentes. Et au bout de ça on va mettre une cuillère, un jig. Donc là pour le coup, ça c'est mon modèle soft bredouille. C'est quand la pêche est un peu dure, je mets celui-là. Celui-là il est pas cher, il est efficace. On voit qu'il n'a pas la même phase des deux côtés. Il est décentré au niveau du centre de gravité. Il y a un hameçon triple au bout. Ça, en dandine avec ça, on peut faire à la fois du maquereau, du bar. Le tout c'est d'être au bon endroit au bon moment. Je mourrai après. Et on peut aussi pêcher avec des cuillères plus petites, un peu plus techniques, mais plus légères. Quand ça devient difficile et qu'on voit que les bateaux, les voisins font du poisson et qu'on n'y arrive pas, on peut pêcher plus léger. Mais principalement, je conseillerais ça pour le débutant. Commencez par ça. La cuillère Kerfil 50 grammes. Le petit bas de ligne Mustad, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un diamètre en 40 centièmes. Donc quand on prend 3-4 macros ou même un bar sur la plume, on casse pas. Ça c'est important.
et on se dégoûte pas du coup. Et avec ça, on fait du poisson. C'est simple et efficace. Voilà. Et alors, petite astuce, la dernière, c'est vous mettez un petit bout de maquereau sur les hameçons, un tout petit carré de maquereau d'1 centimètre, et vous pouvez faire de la dorade aussi. Quand on est sur les coins à dorade, avec la même ligne et la même canne. Parce que cette canne, ce montage-là, il va permettre de remonter quoi? Donc avec un petit bout de maquereau, on va remonter la base du montage tout seul, ça, c'est principalement le maquereau. Et sur la cuillère en bas, on peut faire aussi du bar ou d'autres beaux poissons. Quand on met un petit bout de maquereau sur les plumes, on peut faire aussi de la dorade. Et ça, la dorade et plein d'autres espèces. Hein. En cherchant la dorade, on fait du rouget, on fait de la vive, on fait plein de choses. Mais du coup, avec ça, on fait plein de choses. C'est vraiment le montage pour débuter. Alors, une canne souple, polyvalente, ce petit montage, et déjà, avec ça, on peut faire des choses. Alors, le bateau, tes conseils pour, alors on va pas équiper comme un pro, mais qu'est-ce qui est pratique sur le bateau quand on veut se mettre à la pêche? Moi, j'ai tout optimisé pour mon activité de guide de pêche, parce que quand j'ai 4 personnes à bord, il ne faut pas qu'on marche sur le sac avec le poisson, tout ça. Ce que je conseillerais, c'est déjà pour ceux qui veulent conserver le poisson et cuisiner, c'est d'avoir une glacière pour regarder le poisson à l'ombre, à l'abri des UV du soleil. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un bac à poisson à l'arrière sur mesure, qui permet de stocker le poisson et de ne pas l'avoir dans les jambes. Ça, c'est une chose, côté pratique. Et après, c'est d'avoir des porte-cannes, c'est important. Moi, j'en ai partout. J'en ai sur le toit, j'en ai sur les côtés. Et pour le coup, là, j'ai des petits porte-cannes Rebladza qui sont amovibles. C'est pas cher, ça, en plus, on peut les mettre partout. Hein. Voilà, on peut les mettre partout. Je peux le déplacer, je peux le mettre ici, sur le côté, je peux le mettre là. J'en ai plein, j'en ai encore devant, là-bas à l'avant. Et alors, quand on met sa canne, on peut naviguer à 30 nœuds comme ça avec la canne, ou on la perd? Pour le coup, moi, je laisse les cannes. En fait, les cannes qui vont servir sur le premier coin de pêche sont là et elles restent là pendant toute la navigation. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ah non, on peut y aller. On peut y aller. C'est fait pour ça. D'ailleurs, c'est pas fait pour, je le conseille pas, mais bon, c'est comme ça, c'est depuis plusieurs années. J'ai même un boot en sécurité qui vient s'accrocher, le pare-battage qui est accroché sur mon support de canne. C'est vraiment costaud. Hein. Non, on peut y aller, c'est vraiment costaud. Et c'est amovible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des rails pour aller jusqu'au bout. Vous voyez là, pour aller déplacer. Donc, tu vois, ça c'est super parce que tu peux le déplacer comme tu veux. C'est complètement amovible. L'épuisette aussi. On en voit une qui vole au vent. Ça, c'est vachement important. Si on tombe sur un bar de, je sais pas, 60 cm qu'on n'en a jamais fait, c'est les boules de le décrocher et de le voir repartir. On est content de pouvoir faire au moins une photo avant. Bon, il faut une épuisette, clairement. Et une épuisette assez large, une large ouverture. Et du coup, c'est important. Il faut vraiment acheter une épuisette, l'avoir à bord. On le met sur le côté du bateau et avec ça, on assure la prise. Bon, là, on a parlé d'équipement. Mais alors, quand est-ce qu'il faut sortir en mer pour ne pas revenir bredouille? Quand optimiser son action de pêche? Alors bon, une fois que les conditions sont bonnes, donc c'est mer calme, on peut y aller. Quand est-ce qu'on va pêcher du poisson? Je dirais une base pour rester dans le b.a-ba, c'est un bon repère, c'est d'arriver sur le coin de pêche à marée haute. D'accord. Pile à marée haute. On prend le carnet de marée pour la côté atlantique, c'est marée haute. Le temps que le courant de le montant ralentisse, il va ralentir pendant 2 heures. Donc de marée haute à marée haute plus 2, 2 heures après, on a 2 heures de pêche qui sont favorables. Parce qu'on est sur une phase de vitesse de courant décroissante. La vitesse de courant va ralentir jusqu'à s'arrêter. Les 2 dernières heures de montant sont très très bonnes. Ou descendantes d'ailleurs. Peu importe l'endroit. Ou descendant de la même manière. Marée basse à marée basse plus 2, c'est un repère. D'accord. Parfois, c'est plus. On va dire qu'à partir de l'étal, on peut partir. Ça dépend aussi du coefficient de marée, mais c'est un très bon repère. À partir de l'étal de marée, on va arriver jusqu'à l'étal de courant 2 heures après. Et ça, les 2 dernières heures de pêche qui sont favorables. Et pourquoi en fait? C'est parce que le courant ralentit. Les petits crustacés, les proies, les crevettes, les petits lançons sortent de leur cachette au moment où le courant devient faible parce qu'ils sont capables de nager dans ce courant. Et là, les poissons opportunistes qui sont autour, les bars, les lieux jaunes, tous les Saint-Pierre, tous les vives, les rougets, tous les poissons vont commencer à s'activer, notamment les bars. Donc quand on va prendre du bar, les 2 dernières heures, les marée haute et 2 heures après, marée basse et 2 heures après, c'est un bon repère en fait. Et en Méditerranée? En Méditerranée, on va plutôt choisir les moments où il y a moins de soleil, lever du jour, coucher de soleil. Donc on prend vraiment le moment où la nuit tombe et puis 3 heures avant, quoi.
D'accord. Les 3 dernières heures de journée sont plutôt favorables. Et pour le la matin, pêche. de quelle heure à quelle heure? Et le petit matin, là, je sais pas, si on est au cœur de l'été, dans les journées longues, on va faire 5 heures, 8 heures. D'accord. Ça m'est souvent arrivé, même dans le nord de la France, de rentrer à 9 heures au port et d'avoir fait ma pêche. Ah. Parce que c'est valable partout, ça. Et en Méditerranée, c'est un bon repère. C'est un bon repère. Alors, si on est dans l'Atlantique, c'est à l'étal de marée haute ou marée basse. Et alors, si c'est le matin tôt ou le soir tard, c'est parfait. Là. Si ça coïncide, c'est top. C'est énorme. Ah ouais, surtout pour le bar. Là, on est... Alors maintenant, on va parler de où pêcher. Parce que les actinotes, vous avez votre bateau, vous avez pris votre canne, le matériel qui va bien, pas forcément trop, juste ce qui va bien. Vous avez défini l'horaire, mais alors où on va? Où on va? Alors c'est vrai que là, il y a une multitude de possibilités. Allez, on rentre dans ton Barracuda 7. Je dirais le premier repère, ça va être de regarder la carte marine et de choisir un relief. Donc on imagine comme un stade de foot, quoi, une zone hyper large, plate, et d'un seul coup, il y a un relief. Donc une épave, un banc de sable qu'on appelle un ridin. Ça fait un gros relief qui peut faire parfois 10 mètres de haut. Donc ça va perturber le courant qui est linéaire et d'un seul coup il y a ce relief qui vient bloquer, ça fait des tourbillons derrière. Et puis ça va accentuer la photosynthèse au sommet de ce relief. Donc si on a 25 mètres de fond, on a un banc de sable qui monte jusqu'à 15 mètres de profondeur. À 15 mètres, il y a beaucoup plus de lumière qui rentre et de développement de krill, d'algues et donc de petits poissons et de gros poissons. Les hauts fonds. Donc les hauts fonds, ça va être pour les poissons plutôt pélagiques, le maquereau, le lieu jaune, le bar. Et au pied de ce ridin, il va y avoir aussi de la nourriture. Et ça, on le repère par un autre petit truc, petite astuce sympa, vous l'avez tous sur la cartographie. On a une petite lettre, S pour sable, R pour roche, G pour gravier. Et en fait, il y a aussi SH pour shell, pour coquillage. Quand on trouve un fond riche avec quelques roches, un peu de sable, un peu de roche, et parfois il y a SH dans les parages, là on est sur un fond qui est riche en sédiments. Généralement, on va trouver un petit peu de nourriture qui intéresse les poissons qui viennent croquer les coquillages. Donc là, c'est la dorade, la raie, la roussette, les émissoles, les requins. Et donc ça aussi, c'est un repère. Le relief et le type de fond. Voilà, avec deux informations qu'on voit tous sur notre cartographie, là on est bien. Qui sont écrites. Et en Méditerranée En Méditerranée, on a deux faces, deux côtés de la Méditerranée. On a un côté Italie où ça descend beaucoup, un autre côté où ça descend moins vite. Mais c'est vrai qu'on arrive vite dans les grands fonds. Donc en Méditerranée, on va chercher pas trop loin de la côte les tombants. Deux lignes de sonde qui sont vachement rapprochées. Une ligne de sonde, c'est par exemple là, on voit ça c'est 5 mètres. Hop, et à côté, on voit 6 mètres. Parfois en Méditerranée, on va voir 10 et puis d'un seul coup 20, 50. Ça descend à pic. Ça, c'est un tombant. Donc sur le tombant, on va pouvoir pêcher des poissons avec les petites plumes. Là, on va sur le haut du tombant. On pêche à la plume et puis on fait le début du tombant. Et là, souvent, on arrive à prendre du maquereau, ce qu'ils appellent le sévreau, qui est le chinchard, tous ces petits poissons chasseurs. Et parfois, il y a des loups opportunistes, des cérioles qui viennent chasser dans la nourriture, quoi. Ou alors les épaves aussi. Et il y en a en Méditerranée, quelques belles épaves. En Atlantique, il y a aussi les sorties de chenaux naturelles, avec la remontée du courant qui pousse les poissons opportunistes à se mettre en attente de tout ce qui remonte dans ce chenal, en fait. Oui, sortie de port, c'est toujours bon. Une sortie d'estuaire, c'est toujours favorable. Un petit canyon qui se termine. Parce qu'il y a notamment beaucoup de crustacés, beaucoup de crabes, beaucoup de crevettes. Et là, il y a forcément des carnassiers dans les parages. Faut juste retenir que les carnassiers sont toujours là où il y a de la nourriture. Là où il y a de la nourriture. Donc voilà pour où pêcher. Et comment pêcher? C'est du haut en bas ou de bas en haut? On fait comment plutôt? Alors on a souvent les touches à la descente. Donc quand on laisse descendre la ligne, quand on voit le fil s'arrêter d'un seul coup, alors qu'on ne pense pas du tout être au fond, il faut tout de suite prendre contact et mouliner. Probablement qu'il y a du poisson qui a pris à la descente. Si on attend trop, ça fait un paquet de nœuds dans le jeu de plumes. Et après, une fois qu'on est au fond, là on peut faire des dandines, mais tout en récupérant une dandine, on récupère un peu, une dandine, on récupère un peu, ce qui fait qu'on fait comme ça des paliers en remontant cette fois-ci. Et le fait de jouer dans toute la couche d'eau, ça attire plus facilement les carnassiers. Alors, 5e conseil, c'est
quoi pêcher? Parce que là, on a vu tout, là. On a la théorie, on a des bons conseils, mais qu'est-ce qu'on remonte? Si on veut remonter plutôt de la dorade, on a vu que la plume et un petit morceau de maquereau, c'était pas mal. Mais ensuite, parce qu'au début, les actinotes, on est prêt à tout remonter, quoi. Après, on va vouloir être sélectif, mais ne nous voilons pas la face. Le premier qu'on remonte, on s'en fout si c'est une vieille, quoi. On l'a remonté, celle-là. Voilà, en fait, quand on débute, on veut surtout avoir une touche et faire un poisson. Oui. Et c'est la surprise quand il arrive au bord. Ouais, on prend n'importe quoi. On est très content de faire un oui. poisson. Ben, j'ai envie de dire quoi prendre. C'est vrai que partout en France avec le maquereau principalement. Et là, on peut le prendre avec ce montage-là. De quand à quand la saison? Bah, la bonne saison, c'est, allez, on va dire mi-mai à l'arrière-saison très tard, hein, à fin novembre. D'accord. Donc au cœur de l'été, on y est, on est en plein dedans. Il y a et notamment parfois le coup du soir, plus le soir. On parlait tout à l'heure du coup du soir. Il y a des grosses chasses de maquereaux qui se déclenchent en surface souvent. Et ça, c'est bien. On les voit aux oiseaux, là. Et parfois, on les voit même monter en surface. Ça frémit en surface. C'est les maquereaux qui chassent avec la baisse de température de l'air. La température de l'eau qui reste chaude, et il y a souvent un phénomène de chasse qu'on repère le soir. D'accord. Et donc le maquereau, c'est vraiment le premier poisson qu'on va prendre, généralement. Et après, alors les actinotes, un maquereau qu'on pêche, c'est pas du tout le maquereau qu'on achète chez le poissonnier, parce que la chair est beaucoup plus compacte. C'est énorme. En fait, la différence est très forte pour ce type de poisson parce qu'il est difficile à conserver en bon état. Pour le coup, il faut vraiment le vider tout de suite, le mettre au frais tout de suite. Donc un maquereau qui a 3 jours, c'est pas du tout le même qu'un maquereau frais pêché le jour même. Ça, c'est sûr. Après, on peut aussi cibler le bar. C'est un peu plus ambitieux. Mais en restant sur ces bancs de sable dont je parlais, des grands bancs de sable qui remontent 8-10 mètres de hauteur, et en pêchant au-dessus du banc de sable, en mettant une cuillère en dessous du jeu de plume, ça c'est important, c'est que dans le quoi pêcher, avec ça on peut prendre de tout. Mais avec la cuillère en dessous, on va cibler. On peut faire aussi du maquereau avec ça, hein. Les poissons sont opportunistes. Mais avec ça, on peut cibler le bar. Et en restant sur le haut du banc de sable, en faisant des dérives sur le haut du banc de sable, on peut cibler le bar en évitant de casser. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Il y a du bar dans les roches, on peut les cibler dans les roches, au cœur des épaves, mais on laisse souvent beaucoup de matériel, donc ça a tendance à écœurer un peu le débutant. Je conseille vraiment d'aller sur les bancs de sable et les coins dégagés, et de la même manière, pas sur les bancs de sable, mais sur les fonds de gravier, de coquillages, SH ou G qu'on a vu tout à l'heure, qu'on voit sur la carte, ou alors le pourtour d'une épave, mais dans les 300 mètres autour d'une grosse épave, souvent il y a des dorades qui traînent, et là on met des petits bouts de maquereau sur la plume. On a peu de chances d'accrocher et on fait de la dorade. Et ça, c'est un bon début parce qu'on prend du plaisir directement sans s'écœurer, quoi. Sans s'écœurer. Voilà, avec tous ces conseils, les actinotes. Là, ce que je vous conseille, c'est vous suivez ces conseils, vous montez dans votre bateau et allez, d'ici quelques jours, vos retours sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour nous dire comment c'était. Et ce que je vous propose, c'est une prochaine émission. On va passer l'étape supérieure. J'ai remonté mes premiers poissons et là, j'aimerais découvrir le plaisir de pêcher, de sentir la touche et puis d'aller plus loin dans le plaisir. Merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir, Nicolas.